Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Vincent au micro aujourd'hui pour revenir sur la défaite des Boston Celtics en demi-finale de conférence Est face aux New York Knicks. Bien sûr, je suis pas tout seul à déprimer aujourd'hui, je suis accompagné d'Azad. Salut Azad, comment vas-tu en direct de Boston? Super, et Toujours. Toi? Bah ouais, je suis toujours en direct de Boston, j'ai pas encore eu le temps de changer mes billets, donc pour l'instant je suis toujours coincé chez les Américains. Bah écoute, c'est bien qu'on se retrouve. Moi j'avais dit dans la preview avec Baptiste que quoi qu'il arrive, on serait là pour faire une review même si on perdait. Ouais. Pour être honnête, j'y croyais pas trop. Je Ouais. me la pétais un peu, tu vois, j'étais un peu imbu de ma personne et ben en fait, on est quand même là pour débriefer la défaite parce qu'on n'est pas là que pour les mariages, on est là pour les enterrements aussi, donc voilà. Et pour se remonter le moral ou pas, les uns les autres. Ouais, bah dans tous les cas, il faut analyser ce qui s'est passé. Après, c'est pas forcément toi qui a été imbu et qui a été trop en confiance, c'est surtout eux qui ont joué comme s'ils étaient sûrs de gagner. Donc au final, est-ce que c'est de ta faute ou est-ce que c'est de la leur de t'être trompé? Est-ce qu'on n'est pas tous ensemble dans cette galère? Exactement. On n'est pas tous ensemble. Est-ce que t'étais comme ça? Est-ce que t'étais aussi confiant au début de la série, Azad, du coup, parce que ben voilà, on n'avait pas fait la prévue ensemble. T'étais serein? Ouais, bah oui, parce que mais c'est comme tout le monde en vrai, genre tu regardes les gens la smoke d'ESPN, ils sont là genre il y a 22 mecs sur 22 qui se sont trompés en faisant les prévues des finales de conférence. Enfin, veut dire vous avez deux équipes avec des net ratings historiques qui tombent contre des équipes qui sont un peu plus moyennes avec des défauts structurels. T'es censé gagner les matchs. Mais c'est pour gagner les matchs, il faut les jouer comme si t'étais pas sûr de gagner, quoi. Et comme si t'avais vraiment quelque chose à jouer. Et Boston a clairement montré, pendant les deux premiers matchs surtout, qu'ils jouaient comme s'ils jouaient déjà le prochain tour, entre guillemets, quoi. Et le problème, c'est que avant de jouer le prochain tour, bah, faut gagner celui-là. Et tu vois, c'est toujours le truc des coachs. One possession at the time, one game at a time et tout, leur grande bullshit, bah là, ils ont été incapables de l'appliquer parce que du coup, ils n'ont pas du tout joué les matchs qu'ils étaient en train de jouer au début de la série et ça leur a coûté énormément. Ça leur a coûté bien plus que seulement les résultats d'un match. Ok, j'aime bien ce petit résumé là d'introduction. On va essayer de revenir un peu match par match ou faire des groupes de matchs parce qu'il y a quand même dans cette série de 6 matchs, on a des grandes tranches, des grands tiers qui sont assez distinctes. T'en as parlé. En plus, c'est cool. Moi, je suis content que tu sois là. Pas pour te remuer le couteau dans ta plaie béante. Mais match 1 et match 2, on va commencer par le commencement. T'étais dans la salle. Je vais vous refaire un peu le scénario. Je vais me faire un peu du mal en même temps. Match 1, à la moitié du troisième quart-temps, Boston mène de 20 points. Et entre la moitié du troisième quart-temps et les 3 minutes de jouer dans le quatrième quart-temps, donc il reste 9 minutes à jouer, les Knicks refont leur retard de 20 points. C'est un match assez cata où au final, Boston, ils vont perdre en prolongation de 3 points, on s'en fout. En tout cas, il y avait match nul à la fin du temps réglementaire. Boston, ils finissent à 35% au tir, 25% à 3 points. 63 points pris sur 97 tirs en tout. Ça fait un ratio assez colossal. C'est quoi ton ressenti à la fin de ce match, Azad? Il était vraiment, vraiment vilain dans l'approche, mais malgré tout, tu mènes de 20 à un moment. Et donc je me demande si, à la fin de ce match-là, tout le monde, les mecs, le staff, ils sont pas persuadés d'avoir été dans le vrai et juste... c'est pas tombé dedans sur la deuxième partie du match. Tu penses qu'ils ont vu la chose comme ça? Ouais, bah c'est ce qu'ils disaient en conférence de presse, les mecs après match, ils disaient ouais, ils nous ont dare to enfin ils les ont un petit peu genre dit, ils leur ont un peu fait la théorie inverse de respecter le spacing de Boston, ils leur ont un peu dit genre allez-y, bah mettez vos shoots, nous on va défendre le cercle. Et d'habitude quand une équipe fait ça contre Boston,
t'as un peu le truc de genre, normalement, tu te fais punir instantanément parce que Boston a une très bonne réussite à 3 points. Et là, ça n'a pas été le cas. Du coup, au début, tu penses que, en réalité, moi j'avais mis, tu vois, dans mon article que les Knicks, ils avaient fait un deal avec le diable. Et qu'ils avaient réussi, tu vois, en vendant leur âme au diable, à obtenir une mauvaise réussite à 3 points de Boston sur un match. Mais en fait, le problème, c'est que c'était regarder que la finalité des actions, finalement, de penser que New York avait juste offert des tirs à 3 points et que ça avait fonctionné. La réalité, c'est que les 3 points qu'ils ont laissés à Boston, ou les 3 points que Boston a pris, plutôt, c'est des 3 points qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Il y a eu des tirs ouverts qui ont été manqués, et tu perds le match en prolongation, donc tu te dis, tu mets un panier en plus d'un tir ouvert, et normalement c'est bon. Mais la réalité, c'est qu'aussi, il y a eu plus de pull-ups qui ont été pris que d'habitude, il y a eu moins de ballons qui sont passés par la peinture, et du coup, en fait, ton process offensif, il a été déraillé par ce qu'ils ont fait. En fait, ce qu'ils ont fait, les Knicks, c'est qu'ils ont pris un petit peu leur monde par surprise et qu'ils ont switché. Ils ont switché au lieu de continuer à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, ce qui était de faire du edge avec les écrans sur Brunson pour éviter que Brunson ait à switcher et du coup pour venir contenir un petit peu l'espace. Et ce qu'ils faisaient avec Karl Anthony Towns sur les écrans, c'était d'être en drop, entre guillemets, pour protéger la ligne de drive. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont concédé les switches, et du coup, au début du match, t'es tout content parce que t'es là, ah super, des switches, Jason Tatum, il va faire des pull-ups à 3 points, ce qui a été le cas, il les a mis, mais le problème, c'est qu'il ne les a pas mis tout le match, ni toute la série. Et en fait, switcher comme ça, c'était inviter Boston à tomber dans son propre piège, à prendre des pull-ups à 3 points, plutôt qu'à attaquer le drive. Et pourquoi ils n'ont pas drivé? C'est parce que autour du switch, le switch, il a été protégé par la longueur tentaculaire de OG Anunoby, Michael Bridges et même Josh Hart, qui eux étaient là justement pour être une main dans la ligne de drive et prêt à contester si jamais il y avait un kick-out pour une passe à l'extérieur. Et en fait, tout simplement, le process a été de dire, genre, nous vous invitons à essayer de nous battre en 1 contre 1, ce qui n'est pas vraiment des 1 contre 1 parce que tu as toujours quelqu'un en réalité qui est potentiellement en aide, et on fera les close-out les mieux possibles pour déranger vos shoots extérieurs que vous avez l'habitude de prendre. Et du coup, tu te retrouves avec une équipe de Boston qui est à 25% à 3 points sur le match, mais ils sont aussi à 60% au cercle. Donc en réalité, il n'y a pas que leur tir à 3 points qu'ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis un tir tout court finalement. Ni au cercle, ni à 3 points, ils n'ont pas réussi à provoquer assez de lancers francs, et même s'ils ont réussi à compenser un petit peu avec des rebonds offensifs, l'efficacité au tir, elle est tellement genre misérable dramatique, que t'as rien qui tombe. Mais au final, tu perds le match en prolongation, tu te dis ouais, avec un tir en plus c'était bon. Mais si aussi défensivement t'avais joué le match que tu t'es censé jouer, où t'avais fait une bonne défense de transition et t'avais pas les oublis en demi-terrain de la part de Jalen Brown, j'ai écrit des articles entiers entre le Game 2 et le Game 3 sur les oublis défensifs de Brown et Tatum, que ce soit en transition ou sur demi-terrain, et en réalité, c'est tout autant en attaque qu'en défense qui perdent le match, parce que tout simplement, l'exécution, elle est pas bonne, quoi. Donc t'as beau avoir le plus de talent et entre guillemets, le plus de profondeur, ton exécution, elle est médiocre, voire même pas bonne, et en plus ton plan de jeu il s'adapte pas au fur et à mesure du match parce que tu continues de faire ce que tu es en train de faire et il n'y a absolument aucune influence du coaching. C'est-à-dire que Tom Thibodeau il a coaché contre le fantôme de Joe Mazzulla qui a pris absolument aucune décision quand il voyait que les trucs ne fonctionnaient pas, et le seul match qui a été coaché par Mazzulla c'est le match 5 je pense, et sinon il n'y a aucun coaching, il n'y a aucune adaptation, on répète les trucs qui marchent pas et on voit si ça finira par marcher, quoi. J'ai en souvenir, tu vas me contredire, tu vas me corriger si je dis pas de bêtises, c'est le 1 ou le 2 où on a un nombre de c'est le 2 je crois, où on a un nombre de lay-up semi-ouverts et de tip-in, de petits tirs après rebond offensif. Il y en a au moins, j'en avais compté 6 évidents qui tombent pas dans, c'est le 2 où on perd de 1 point, où en fait c'est pas qu'une histoire de 3 points, où vraiment en fait t'as des truelles à la place des mains,
notamment dans le 2 où ça finit à 91-90, donc les deux équipes elles ont été contenues au scoring. Tu perds ce match 2. Pareil, alors que tu mènes de 20 points, alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps, tu mènes de 20 points. T'es à plus 16 à 8 minutes 40 de la fin du match, et ton dernier quart-temps, il est catastrophique, tu le perds 30-17, et tu finis encore une fois à 36% au tir, 25% à 3 points, et sur celui-là, t'as vraiment des trucs faciles, ce qui aussi marque une espèce de limite de ce roster, c'est que tu n'as pas d'une force de pression au panier et notamment de finition proche du panier de très haut niveau, de haut niveau voire de très haut niveau. J'ai vu des lay-ups rentrés par Josh Hart, on n'a aucun en transition notamment, c'est une de ses spécialités. On n'a aucun de nos mecs qui sont capables de faire ça, où il est contesté, c'est dur, ça rentre quand même parce que le défenseur fait ce qu'il peut, mais il rentre un gros lay-up. On a à l'heure actuelle pas un mec capable de faire ça. C'est là le gros défaut de Jason Tatum à mon sens, c'est-à-dire que même du coup en transition, s'il n'est pas seul, c'est souvent compliqué sur ses finitions, et ça l'a été sur les 2 premiers matchs, et souvent moi je trouve, on a tellement entendu parler du 3 points, on peut le mettre sur le côté, c'est 2 matchs que tu peux gagner juste en ayant un peu plus d'adresse proche du panier, sur des choses pas forcément très compliquées pour le niveau de joueur que c'est. Ouais, après je pense qu'il y a pas mal de finalités aussi, tu vois, genre à quel point le fait que les mecs ils jouent potentiellement un peu blessés. Tu vois, moi, dans l'exécution des lay-ups, j'ai pas envie d'en sortir trop, parce que c'est parfois un lay-up raté ou un lay-up mis, en fait, il dépend de, tu vois, un demi-kilomètre-heure en plus quand tu arrives sur la planche, parce que tu as un mauvais équilibrage de ton corps, parce qu'en réalité tu joues avec un genou qui est blessé, tu as ton poignet qui s'est fait démonter pendant une série contre Orlando. Donc la finalité des lay-ups, tu vois, j'ai pas forcément envie de leur tirer dessus. S'il y avait que ça qui avait pas fonctionné, ce serait pas si grave, tu vois. Mais oui, moi, après c'est un truc récurrent quand même. Et sur la saison, on peut sortir les chiffres au panier qui sont bons, mais quand les mecs ils dunkent, c'est ok, c'est bon, mais ça reste une récurrence de. Enfin, par exemple, nos 2 ailiers, c'est pas des gros finisseurs fins au panier. Ils ont pas les 2 mains ni l'un ni l'autre. Enfin, tu vois, c'est assez irrégulier en plus. Donc oui, mais je pense que tu tapes quand même, une limite du roster, parce que t'as quand même un type de joueur où on a un roster de shooters. Il y a des moments quand les shoots rentrent plus, avec la fameuse variance, plus tu t'éloignes du panier, plus théoriquement t'as quand même plus de variance que ça te tombe dedans ou pas. Ça reste une limite qu'on a connue à ce groupe en fait, hein. Parce que historiquement, quand nos tirs tombaient pas, on a toujours eu du mal à gagner de toute manière. Ouais, sauf contre des mauvaises défenses, exemple le run du titre 2024, quoi. Où du coup il y a des matchs, tu regardes les matchs de la finale, les tirs rentrent pas, mais tu joues contre une défense qui est tellement mauvaise en premier rideau, il y a tellement pas d'aide que Boston a l'air d'être une bonne équipe de drive sur les finales 2024, parce que tu joues contre des mecs qui sont pas capables d'en contenir un finalement, quoi. Ouais, ils contiennent pas, et ça se contracte sur eux, ça ressort. Donc, du coup, toi, sur le match 2, le match 2, il est mieux que le match 1 à ton avis ? Moi, je l'avais trouvé meilleur dans ce qui a été proposé. Je sais pas s'il il est mieux offensivement, il est pire défensivement. En fait, le problème, c'est qu'il est pire défensivement. Alors que New York a pas commencé à rentrer des tirs. Ouais, tu vois, New York a pas commencé à rentrer leurs tirs, entre guillemets. Ouais. Et mais le problème, tu vois, c'est que du coup, vu que t'as des gros problèmes défensifs dans le surtout le 4e quart-temps du 2e, ouais. Tu joues jamais après avoir fait un stop, et du coup, c'est que de l'attaque arrêtée. Et vu que t'es mauvais là-dessus, et puis les pertes de balles, quoi. Les mecs, on a retrouvé Jason Tatum et Jaylen Brown contre Miami 2023, où les mecs ils sont incapables de faire un truc. Et puis alors la gestion, encore une fois, du coaching, elle est misérable, quoi. Genre t'as quasiment aucun play call, t'as quasiment aucune adaptation, tu prends pas le temps mort quand t'as une chance de pouvoir repasser devant et tout. Enfin, franchement, c'est une catastrophe, quoi. Pour donner une ordre d'idée
pour donner une ordre d'idée dans ce match-là, tu parles des pertes de balles, c'est un match qui se joue sur un rythme assez lent, donc tu as quand même peu de possession. On a 16 pertes de balles de Boston, on est bien au-dessus des standards depuis 2 ans. C'est des matchs, généralement on va perdre entre 10 et 12 ballons grand max. Là ça a été assez problématique, et quand t'as si peu de possession et si peu de points, chaque perte de balle en plus potentiellement qui mène à la transition, c'est de l'or hein, pour New York notamment. Bah ouais, c'est ça. Et puis t'as ce truc là tu utilises peu Jrue Holiday, alors que clairement ils défendent sur Jrue Holiday avec Brunson, et que du coup il peut clairement en profiter Jrue Holiday, mais ils en profitent pas. T'as aussi l'autre truc tu vois très bien que Al Horford il est en PLS face à Karl Anthony Towns, et pourtant tu continues de le faire défendre dessus sans amener quelqu'un en aide. Et puis moi le truc qui m'a posé problème, c'est vouloir faire du Aka Mitch, alors que franchement tu vois le truc de genre, son seul truc de coaching à Mazzulla c'est de faire du Aka Mitch, donc ça veut dire qu'en fait t'arrives à ce niveau là de basketball, t'arrives à ce niveau là en NBA et t'arrives pas à trouver une solution face à Mitchell Robinson. Ouais vas-y, franchement vous méritez même pas de passer quoi. Mais c'est certainement, on va y venir un peu plus tard, mais oui, notamment après le match 4, c'était un peu le sentiment que personnellement j'avais, c'était de toute manière, en l'état, ce groupe n'allait pas au titre et ne passait pas cette série de toute manière. Du coup, on vient de faire les 2 premiers matchs qui sont un peu pour moi le premier grand tournant de cette série. Tu repars à 0-2 avec un contenu, je pense que tu l'as bien détaillé, pas qualitatif, mauvais, où il n'y a pas grand chose de positif à sortir, et malgré tout, on est tous là à se dire, on pouvait les prendre, on devait ou pouvait les prendre. Donc il y a toujours quand même cet espoir que Boston renverse la situation, parce que en étant vraiment mauvais ou moyen, je sais pas, vous mettez le curseur où vous voulez. Je pense que la ZAP c'est sur le très mauvais, toi, t'es sur un spectre, voilà. Mais t'es pas loin de prendre ces matchs-là à la maison, alors que t'as un contenu qui est vraiment hyper faible, et on se retrouve au match 3 au Madison Square Garden où on se retrouve avec un match dominé du début à la fin, où on doit prendre 16 points d'avance dans le premier quart-temps. Et on a un process qui ressemble fortement, sauf que là, au lieu d'être à 25% à 3 points, t'es à 50%. Et forcément, t'éclates les Knicks. Mais, Azad, dis-moi si toi, devant ton écran, t'as vu une énorme différence, ou 2-3 choses positives quand même sur ce match à retenir, sur justement du coaching, ou finalement pas tant que ça, et on est que sur les shoots sont tombés dedans. L'utilisation de Pritchard et Jaylen Brown un petit peu. Pritchard un peu plus, tu vois, sur du scoring, profiter un peu plus de sa capacité à lui aussi attaquer potentiellement des match-up avec du drive. C'est quand même un bon dribbleur qui est capable de mettre un peu de pression au cercle en gardant son dribble debout. Vivant, ouais. Et Jaylen Brown avec des positions au post-up. Jaylen Brown avec des positions au post-up qui du coup crée un petit peu une cassure dans la coquille défensive des Knicks, qui force des aides et qui offre pour le coup des vrais bons 3 points. Et du coup aussi, avec une meilleure défense, tu peux jouer en transition et profiter aussi des quelques erreurs parfois des Knicks. Quand les Knicks font quelques positions d'affilée en drop pour changer un petit peu les couvertures défensives, en profiter directement. Mais tu vois, tu as encore des problèmes structurels autour de la défense du pick and roll. Franchement, la défense du pick and roll, elle est misérable. Et là, c'est vraiment des gros problèmes de coaching, parce que tu fais absolument rien pour t'ajuster jusqu'au Game 5 avec Cornet, et au final Thibodeau au Game 6 il trouvera directement une solution. Donc franchement c'est pauvre, c'est juste pauvre en fait, genre niveau ressources, exécution et approche tactique, c'est d'une pauvreté sans nom. Et du coup le match 3 passe parce que tu t'arrives à réussir à rentrer tes 3 points, mais t'as aucun drive. Je crois qu'il n'y a aucun lay-up de Tatum qui rentre sur ce match-là, à part des putbacks ou de la transition, quoi. Donc sur demi-terrain, t'obtiens rien finalement au cercle. Je suis bien d'accord. Encore une fois. Et on arrive à ce match 4. Moi, je fais partie de ceux, tu vois, je suis moins dans l'analyse aussi profonde que toi.
Et on vient de voir un match où Boston a éclaté les Knicks, a bien battu les Knicks, et je me dis, ah tiens, c'est bon, ils ont trouvé ce qu'il faut pour remporter cette série. On arrive au match 4, qui pour moi est le tournant, et pas forcément le tournant que tout le monde pense. On attaque le match, on est devant à la mi-temps de 11 points. Et moi à la mi-temps, je suis devant, je me le fais en direct celui-là, et je t'envoie un message, je te dis Azad, on gagnera pas comme ça. Je sais pas si je te l'ai dit comme ça, mais il y a peut-être des insultes ou des gros mots, j'en sais rien. Mais je te dis, je ne comprends pas ce qu'on fait, c'est-à-dire que je ne trouve que le jeu est le plus statique du monde. On ne s'en remet qu'à des tirs hyper compliqués de Jason Tatum toute la première mi-temps et le début de la deuxième. C'est-à-dire qu'on est d'un statique mais terrible. Sur le match, on va marquer 38 tirs en tout, il y a 15 passes décisives. Ça veut peut-être pas dire grand chose, mais pour moi c'est vraiment le symbole de ce que je voyais devant mon écran, d'un ballon qui ne bougeait pas, qui était terriblement statique, et on faisait que du pull-up. Alors oui, je trouve que presque la blessure de Tatum cache cette misère, finalement, parce qu'on a parlé d'autre chose. Faut savoir quelque chose, à 3 minutes de la fin, New York est largement repassé devant et mène de 8 points quand Tatum se fait cette blessure. Pour moi le match était déjà perdu. Et à partir du moment où ils reviennent à hauteur dans le troisième quart-temps, je vois pas un monde où on remporte ce match, tellement ce qu'on propose est encore plus pauvre pour moi que dans les 3 premiers matchs. C'était presque encore pire. Juste on avait été devant parce que on avait Tatum qui mettait des pull-ups et White qui avait un super shot making aussi, qui avait rentré tous ses 3 points quasiment. Il a dû attaquer à 4 sur 4 ou 5 sur 5 dans mes souvenirs. Pour moi c'est vraiment la bascule. Ce match-là me prouve qu'on ne pourrait pas gagner le titre en jouant comme ça, à ce niveau-là en tout cas, et surtout, dans mon esprit, cette équipe est menée 3-1 par New York au complet, il n'y a pas d'histoire de blessure et tout, le match était déjà perdu, on n'était pas bon. Et c'est pour ça que pour moi c'est le tournant, pour moi le tournant c'est pas la blessure de Tatum, c'est d'être battu à la régulière par New York, et en proposant quelque chose d'encore moins bien, alors que je pensais dans mon esprit que c'est bon, on était rentré dans cette série, et en fait pas du tout, parce qu'il a fallu pas grand chose pour retomber dans nos travers. Ouais, alors tu vois, pour moi le match il est problématique offensivement, mais au moins tu mets tes tirs, et pour moi il est encore plus problématique défensivement, quoi. Défensivement, c'est déjà t'as Porzingis qui est sur un terrain de basket alors qu'il a absolument aucune place là-dedans. C'est-à-dire que si au match c'est le match d'après où il demande à Mazzulla pourquoi il n'a pas joué Porzingis la deuxième mi-temps, et il dit qu'il ne pouvait pas respirer. Donc j'ose même pas imaginer ce qu'il y avait au match d'avant, tu vois. Et pourtant il s'obstine à le faire jouer. Donc vraiment, encore une fois, genre du coaching, mais genre nul, quoi. Genre juste par principe, il s'est justifié par dire oui, il avait vraiment envie d'être out there, mais je m'en ai rien à foutre en fait. Et on en a tous rien à foutre d'ailleurs qu'il a envie de jouer au basket. Genre, le mec, c'est un problème offensif et défensif. T'es moins bon quand il est sur le terrain. Casse-toi! Genre, joue pas en fait. T'es payé 30 millions à rendre une équipe meilleure. Si t'es meilleur quand t'es pas sur le terrain, casse-toi en fait. Genre, prends tes 30 millions et dégage. Du coup, genre, il y a aucun intérêt à ce qu'il soit sur le terrain, et pourtant on s'obstine à le faire jouer. Du coup, t'es en drop sur le pick and roll et tu te fais fracasser la gueule. Et en plus de ça, vu qu'il a absolument aucune énergie parce qu'il est malade, tu prends 40% de rebonds offensifs quand t'es les Knicks. Donc ça veut dire que tu loupes déjà quasiment aucun tir quand t'es les Knicks, et quand t'en loupes un, quasiment une fois sur deux, t'as ton rebond offensif pour pouvoir finir, quoi. Donc en réalité, défensivement, le match, il est cataclysmique, et encore une fois, c'est pas que de la faute des joueurs, c'est de la faute du coach qui a absolument aucune approche défensive intéressante pour pouvoir mettre en difficulté Brunson, mettre en difficulté Karl Anthony Towns, et du coup tu te fais juste tuer, et t'as le peu de bonne défense de Tatum sur la série, sur la première mi-temps où il est vraiment très actif, mais sinon c'est tout, quoi. Donc en réalité, offensivement tu mets tes tirs jusqu'à que tu les mettes plus, et en même temps tu prenais que des tirs compliqués, donc c'est normal que ça allait s'arrêter, et derrière tu te fais tuer sur les mêmes trucs que tu t'étais déjà fait tuer par Bridges dans le 4e, et sur Brunson sur la deuxième mi-temps. Donc franchement, en vrai, bien fait pour ta gueule, quoi. Genre tu t'adaptes pas, écoute, continue à te faire rouler dessus, quoi. Et t'as 4 minutes dans la fin du troisième quart-temps
où t'as, je crois, 3 ou 4 pull-ups, 3 ou 4 step back, et t'as genre je crois que sur les 8 dernières ou 10 dernières possessions, tu mets 4 points, ou 2 points, parce qu'en fait t'as un seul drive qui génère deux lancers, sinon c'est que des tirs de merde, donc ouais. Je me rappelle que tu avais partagé le play-by-play et on voyait Mrs. Pull-up, Mrs. Jump Shot. C'était et tu vois, alors j'étais peut-être, alors franchement je l'ai pas revu en plus, hein, donc j'ai vraiment mes souvenirs, c'est vraiment le match en live, donc il est entre 2 et 4 heures du mat, donc on n'est pas forcément hyper lucide non plus, mais bon, on fait confiance à notre instinct et à ce qu'on voit. Ce côté que dans la première mi-temps, c'était déjà un peu ça, la sélection de tir, le fond de jeu, et je fais des guillemets avec mes doigts, et que je trouvais vraiment dégueulasse. Et bon, ben là, le problème, c'est quand tu fais la même chose et que t'en loupes 5, 6, 7, 8 d'affilée, c'était beaucoup en plus, hein, vraiment, quand t'avais partagé le truc, ça faisait une belle colonne. Eh ben tu ne mérites pas de toute manière. Et là on n'est pas, Tatum n'est pas encore blessé. Tatum est sur le terrain, Tatum est sur un gros match, mais il prend 28 tirs. Est-ce que c'est comme ça qu'on a gagné l'année dernière? Je suis pas sûr. Tu l'as dit précédemment dans le podcast. Je ne sais pas si ça vient de lui ou du coaching ou du non-coaching. T'as beaucoup insisté là-dessus et je pense que t'as pas tort. Une inutilisation de Jrue Holiday, je sais pas. Et est-ce qu'il était blessé lui aussi? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il avait quand même plus à apporter que ça. Ce match 4 est le tournant et pour moi révélateur de Boston est mené 3-1 par ces New York Knicks et à ce coup-ci on n'a pas grand chose à dire, on n'a pas grand chose à un tir près, à une possession, on devait le prendre, non celui-là on devait pas le prendre, on s'est fait taper. Et ce que produit New York sur ce match-là est infiniment plus intéressant que ce que produit Boston. Alors oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, et notamment dans le quatrième quart-temps, t'as l'impression qu'ils peuvent plus rien rater, les joueurs de New York. Il faut leur tirer le chapeau. Thibodeau appuie sur les bons boutons, il sait pas dépeindre en face, et Michael Bridges nous a sorti quelques quatrième quart-temps de haut niveau, où t'as l'impression qu'à mi-distance, tu peux contester ce que tu veux, ça va tomber dedans, et Brunson est un spécialiste également. Moi j'avais dit pendant la preview que je voudrais pas me retrouver à égalité contre eux à 4 minutes de la fin. Ah ben j'ai été servi, hein. Clairement j'ai été servi, pas déçu de la prestation des joueurs d'en face, donc voilà, on a vu, on a goûté et très clairement j'avais peu d'espoir dans ces situations-là. Ouais. Bah ouais. Donc on a mangé ce qu'on craignait, donc ça y a pas de souci. Et par contre voilà, je veux qu'on puisse dire aussi que faut donner du crédit à nos adversaires parce qu'on est un peu focus sur notre équipe. On l'a trouvée pas bonne, mais la trouver pas bonne veut pas dire qu'on a trouvé New York nul. Je pense que New York avec leurs armes font le taf. Oui, c'est le meilleur adversaire de playoff que les Celtics ont rencontré depuis le Heat 2023 quoi. À ce point-là, tu penses? Bah, l'année dernière, 2024. Ben, il me tarde de voir la série contre les Pacers, vu que les Pacers de l'année dernière, c'est un peu les Pacers de cette année. Ils sont meilleurs cette année. Non, il n'y avait pas Liberton l'année dernière. Il y avait Siakam qui était là que depuis 6 mois. Ils étaient blessés après une série en 7 contre New York. Non, franchement, l'année dernière, Boston joue que contre des équipes blessées. Doncic, il est blessé en finale. Enfin, je veux dire, ça reste un titre. Hein. Pas être blessé, ça fait partie des choses qui font gagner un titre. L'année dernière, Boston gagne un titre parce que c'est l'équipe là, avec le plus de talent qui a le moins de blessures, quoi. Et cette année, c'était pas le cas. Donc, c'était pas le cas et on aura appris quand même plus tard. Donc bon, Porzingis n'était pas là, entre guillemets, voire même c'était pire, il était là et coûtait de la performance. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est peut-être même le pire des scénarios. On finit la série, on va y revenir, mais je pense assez rapidement, sans Tatum, et on a quand même un Jaylen Brown qui joue, on l'a appris hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier ou aujourd'hui, avec une partie du ménisque, je sais pas comment on appelle ça, fissuré, je crois que c'est fissuré. Depuis un petit moment, ça fait un petit mois maintenant qu'il joue comme ça. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Après, il aurait été out, ça aurait pas été mieux pour nous. Hein, je pense, on va pas non plus dire des bêtises. Mais du coup, on avait clairement aussi une équipe pas à 100%. Ce qui peut arriver complètement tous les ans, hein, finalement. Et comme tu dis, l'année dernière, le titre et avoir un titre, c'est aussi réussir à être tous en santé en même temps, au bon moment.
Donc voilà. Ensuite, on a le match 5. Est-ce que le match 5 et 6, Azad, on se les regroupe pas? Et est-ce qu'on n'est pas... Alors là, je vais pas être dans l'analyse, hein. Tu vas peut-être me conspuer. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le match 5, typiquement de le match à la vie et à la mort, où tout le monde est obligé de se réveiller, de se réinventer, parce qu'on n'a plus le meilleur joueur. New York vient un peu en claquette, un peu plus à la cool. Et donc tu fais un top match pendant que tes adversaires sont pas vraiment là, et le 6 finalement t'as un peu tout lâché émotionnellement et tout, et tu te présentes pas vraiment au Madison Square Garden pendant que les autres se sont réveillés après qu'ils se soient fait taper à Boston. Dis-moi. Alors là je suis pas dans l'analyse, hein, Azad, tu vois, mais je sais pas, j'ai une différence d'intensité des deux équipes et d'implication sur les deux matchs, et t'as l'impression que mentalement à chaque fois il y avait des espèces de switch. Enfin, je sais pas, les réactions en fin de match 6, t'as l'impression que les mecs étaient pas vraiment venus, quoi. Qu'ils savaient que c'était fini, que c'était une fin de cycle, que plein de choses. Dans les déclats, elles sont assez criantes, je trouve. Ouais, alors après, le match 5, tu vois, t'as égalité jusqu'à la mi-temps. Mm-hmm. Et si t'as égalité à la mi-temps, c'est parce que Boston rentre 50% de ses 3 points et qu'ils prennent leur moitié de leur tir à 3 points. Okay. Mais en vrai, la première mi-temps du match 5... elle est hyper mauvaise, et t'es à égalité parce que t'es en surchauffe à 3 points du côté de Boston, mais tu perds plus de ballons, tu te fais dominer au rebond, et t'as toujours ces problèmes de faute où t'envoies beaucoup de joueurs d'Enix sur les lancers francs. Donc en réalité, le match 5, si t'es pas en surchauffe à 3 points, t'es à moins 10 à la mi-temps, et la série c'est 4-1, tu vois. Et le truc c'est que, Dieu merci, Mazzulla s'est réveillé à la mi-temps du match 4. À la mi-temps du match 5, tu vois, miracle, parce que du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de faire jouer Porzingis qui apparemment pouvait plus respirer. Donc il a fallu que Porzingis soit entre la vie et la mort pour qu'il arrête de le faire jouer, pour dire à quel point ce mec est genre buté. Et du coup, il a mis Cornet et il l'a utilisé comme safety, un peu comme il utilisait Robert Williams en 2022. En 2022 ou en 2023. Et sur une mi-temps, comme ça avait jamais été fait encore sur la série, ça a marché. Le match, le troisième quart-temps du match 5, il marque que 4 paniers en 12 minutes, et ça finit à 17 points, je crois, sur 12 minutes pour les Knicks. Et sur la deuxième mi-temps, du coup, Boston joue après des paniers, après des stops défensifs. Donc le jeu, il est plus fluide, et t'as une bonne approche défensive, et ils arrivent pas à s'en dépêtrer du côté des Knicks. Du coup, t'es là, tactiquement, t'as gagné la deuxième mi-temps, et en réalité, t'as survécu parce que t'étais en surchauffe à 3 points dans la première mi-temps. Donc ton match, tu l'as gagné parce que t'as eu un peu de chance et tu t'es adapté tactiquement. Mais du coup, match 6, tu viens avec 0 truc de nouveau. Donc tu refais pareil. Sauf que Thibodeau, il a pas commencé à coacher hier. Donc il continue, ils ont trouvé des nouveaux moyens de faire sortir Cornet de la raquette. Et du coup, en fait, le seul truc que tu as trouvé... C'est-à-dire que le seul truc qu'il a fait de toutes ces playoffs, Joe Mazzulla, c'est en match 5 de la série contre Orlando, se mettre à faire du play call pour ouvrir des shoots à 3 points, et ça a fonctionné, et ça a permis de finir la série. Et match 5, d'utiliser Cornet comme safety. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Concrètement, il a coaché genre 12 matchs, et il a fait 2 ajustements. Félicitations. Du coup, une fois que tu as fait ton deuxième ajustement et qu'il te reste rien derrière, Thibodeau, il s'est adapté. Et comme le match 6, c'est une misère d'exécution aussi. Jrue Holiday qui balance des alley-oops genre en dehors du terrain, et qui prend des mi-distances complètement dégueulasses alors qu'il a un mismatch. Porzingis qui prend des pull-ups à genre au beau milieu du mi-distance alors qu'il y a Brown à côté de lui qui a un mismatch au post-up sur Brunson. Enfin, en vrai, le match, il est horrible. Il fait encore jouer Porzingis alors que ça n'a pas de sens. Alors Ford, il est toujours incapable de tenir Karl Anthony Towns. Voilà, c'est bon, c'est fini. Vu que t'as rien d'autre comme ajustement derrière toi et que t'es pas capable de proposer autre chose, t'es mort, quoi. T'es mort dans le game et tu prends plus 40 points. Vraiment pour dire à quel point t'es ridicule, quoi. Genre, tu prends ce que les Wizards ont pris des mercredis soirs en milieu de semaine, quoi. Félicitations. Ah oui, quand même. Je pensais pas qu'on cite les Wizards dans ce podcast, je l'avais pas noté. J'avais pas prévu, voilà. J'avais pas prévu, c'était pas prévu. Tu aurais dû me prévenir parce que j'aurais pu prendre une hydrocution là quand même. Parce que pour moi les Wizards c'est fini, là on est en playoff et tout. Bon,
Ah, c'est pas réjouissant cette histoire, hein. C'est pas réjouissant ce podcast. Non, et en plus, ce qui est terrible, c'est que maintenant, tu finis la saison, t'as Tatum qui est out pour la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que t'as mal coaché, parce que t'as mal joué les 2 premiers matchs et tu t'es retrouvé dans cette situation au game 4, quoi. Donc en vrai, genre, cette série, elle va être la cause de tout ce qui va se passer, genre pour le reste de la partie des Celtics, quoi. Alors je sais jamais si on peut mettre en relation une blessure aussi grave avec. En tout cas, je veux mettre de l'autre. Mais voilà, tu t'es mis dans une situation compliquée, tout seul. Tu as bien été aidé par un adversaire qui a mieux joué, qui a bien joué, qui a mieux joué que toi. Mais bon, tu sais, on saura jamais si t'as 2-2, si c'est une série accrochée, si il se fait pas le tendon d'Achille quand même, voilà, juste parce que il a du surmenage depuis 5 ans, qu'il arrête jamais de jouer. Voilà, c'est un monde aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a quand même parlé des 6 matchs. On a réussi à le faire. Alors qu'on n'avait pas envie, Azad, hein, très clairement. Non. On est là que pour l'argent, hein, très clairement. Voilà. Exactement. et donc, ce qui est sûr, c'est que la production de cette série est pas au niveau d'un champion en titre et de ce que cette équipe nous avait fait voir quand même depuis 2 ans, où toi, t'es vraiment, je te sens dans l'esprit, ouais, bon non, on n'a pas joué des bons adversaires, c'est le premier qui nous résiste un peu, et l'année dernière, on n'était pas si bon que ça, et c'était juste un concours de circonstances, et on était là, parce que moi, j'ai quand même vu des choses vraiment pas cool, des espèces de traumatisme de longue date, entre guillemets, notamment sur les 2 premiers matchs, hein, tout simplement, où c'est une espèce de capacité à se mettre tout seul dans la mouise, quoi, tout simplement, enfin tout seul. Voilà, t'es pas tout seul à jouer, mais vraiment, t'as toutes les cartes en main, notamment les 2 matchs, t'as toutes les cartes en main, quoi, c'est vraiment, on pourrait faire de l'analogie avec plein d'autres sports, où vraiment t'as juste à être sérieux, avoir entre guillemets des idées et tout. T'en as beaucoup parlé, t'as beaucoup insisté là-dessus, effectivement, il va falloir que Joe Mazzulla rende des comptes. Alors on lui enlèvera pas les 3 saisons qu'il vient de faire avec il avait une Ferrari entre les mains, il avait un roster exceptionnel sur les 3 saisons. Non, mais le roster il a des défauts, hein, genre, et voilà, oui. C'est pas mais on aurait aimé au moins des tentatives et un réajustement plus rapide. Et c'est vrai que moi j'ai toujours à l'esprit, mais c'est peut-être un peu simpliste de dire ça, le mec il doit se dire, mais attends les gars, je domine les 2 premiers matchs, qu'est-ce que j'irai changer, enfin des petits trucs, mais le match doit le prendre, tu vois ce que je veux dire, et t'as toujours cette sensation que quand les 2 se passent de la même manière, quasiment de la même manière sur le même scénario, ouah, c'est assez terrible, quoi. Alors soit, comme tu dis, de toute façon il est buté, il a l'air buté, on dit depuis longtemps, mais c'est vrai que compliqué la série de Joe Mazzulla, plus qu'au compliqué d'ailleurs. Et t'as eu raison d'insister, parce que vraiment le fait de la blessure de Tatum, je trouve que dans les médias du coup ça a un peu tout caché, et vraiment pour moi la review de cette série, c'est de toute manière, blessure pas blessure machin, le roster en l'état avant la blessure de Tatum, on perdait, et le roster et le staff en l'état, donc ça c'est important de se regarder dans le miroir et de dire non, on n'était pas au niveau de ces New York Knicks, même si ces New York Knicks, on nous les vendait comme pas bons, avec plein de défauts, mais en tout cas eux ont dû surperformer les attentes, et nous largement les sous-performer, voilà, donc voilà un petit peu ma pensée. Est-ce que on dit autre chose à Zad, ou est-ce que on met un terme à ce podcast? Va y avoir un autre podcast pour parler de la suite, quoi, vu que maintenant genre il y a tout à casser. Voilà, exactement. Est prévu pour les copains, nous et ou les copains, un podcast sur la suite, parce qu'en fait la suite, elle est pas forcément réjouissante. Moi je l'ai dit, à partir de la blessure. Oui, non, ouais. Oui, mais en fait, tant mieux. C'est la fin de ce groupe, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin d'un cycle qui est annoncé. On en parle depuis longtemps. Rapport aux finances, pour ceux qui maîtrisent pas le CBA, cette équipe en l'état avec autant de salaires investis, c'est pas tenable financièrement, et avec les nouvelles règles du CBA. Pour avoir un tel niveau de jeu, quoi. C'est-à-dire que quitte à te mettre dans la merde financièrement, si c'est pour jouer comme ça.
certains te diront que ça a eu un titre et que la récompense tu l'as eu. Voilà. Oui. Mais bon, voilà, pour les gens qui maîtrisent pas toutes les arcanes du CBA avec les nouvelles règles de la NBA, t'as des grosses pénalités financières. Là, on est projeté, le mec, on a 227 millions de dollars de masse salariale, tu fais x2, x2,5 pour ce que le propriétaire doit vraiment payer, donc ça fait pas mal de sous. En plus, quand tu dépasses certains plafonds, le second apron notamment, plusieurs années d'affilée, tu as des pénalités pour la construction de ton équipe, avec les pics de draft qui sont gelés, que tu ne peux pas transférer, tu peux pas mettre 2 mecs dans un trade, enfin tu peux pas additionner des salaires, bref, ça te complique largement la tâche. Là, on est parti sur une blessure de Tatum on va dire une année, on va dire, donc on peut considérer que l'année prochaine elle est off pour lui. Donc si t'as pas ton meilleur joueur, pour quasiment toutes les équipes de NBA, tu ne vas pas au titre, tu n'es pas prétendant au titre sans Jason Tatum. Donc forcément, ça implique, même si c'était déjà le cas, hein, qu'on aurait gagné, pas gagné, c'était déjà le cas de ce groupe, il allait devoir péter. Donc là, il va devoir péter plus à mon avis. Voilà, donc les copains, ils vont faire un podcast là-dessus. Et je pense qu'il faudra qu'on leur soumette aussi, parce qu'on a un peu parlé du coaching, et je t'en ai entendu beaucoup parler à Zad, on sent que t'es remonté. Est-ce que Joe Mazzulla sera le coach d'une équipe moins compétitive, avec de moins bons joueurs, mais peut-être des jeunes à développer? Ça, c'est une très bonne question. Si ça se trouve, on va vers un Brad Stevens qui fait exploser le bazar ou imploser le bazar, je ne sais pas. Donc du coup, pour le trèfle, on va se retrouver rapidement. Vous allez retrouver rapidement les copains pour ce podcast, je sais pas comment on l'appellera, futur, ou prévision ou espoir pour les saisons qui viennent. Azad, je vais te remercier d'avoir été avec moi pour cette review pas facile, mais bon, ça fait plaisir d'en parler. Y a des gens qui payent des professionnels pour discuter des choses qui ne vont pas. Nous, on fait ça ensemble. Et ça fait toujours plaisir de se retrouver, de toute manière. Exactement. Et donc, merci à toi de l'invitation. Hein, je t'invite pas, t'es chez toi. Je t'invite pas les gens chez eux. On n'invite pas les gens chez eux. Non, mais tu vois, de m'avoir guidé à travers tout ça. Parce que du coup, moi, j'ai juste eu à répondre à tes questions et à venir me... Puis c'était compliqué parce qu'on a fait du match 1 au 6, tu vois, dans l'ordre chronologique. Donc, tu vois, c'était très réfléchi. Eh oui, il y a de l'organisation. Non, mais ça a pas l'air comme ça. Mais les mecs, ils bossent. Hein. Très bien. Je te remercie, Azad. Merci aux auditeurs. Ceux qui auront bien voulu écouter ce moment de dépression. On vous retrouve très bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.